Alors, ma communication ce matin ne porte pas sur André Bello. Elle repose sur l'expérience acquise au cours d'un séminaire de cycle supérieur, dont elle servira aussi de bilan, et elle entend revenir sur la notion de conflit des codes et réfléchir à sa valeur heuristique. André Bello a utilisé surtout cette notion pour caractériser le type de relation qui unit les écrivains québécois à la littérature française, mais à la fin de son article « Code social et code littéraire dans le roman québécois » paru en 1983, il souhaitait voir sa proposition s'élargir dans de nouvelles directions, et je m'autorise ce souhait ce matin. La notion de code, et de manière plus précise celle de conflit des codes, s'inscrit dans une démarche sociocritique dont on peut faire remonter l'histoire récente à la publication de Positions et perspectives de Claude Duchet en 1971, où il en prétendait montrer que toute création est aussi pratique sociale et, partant, production idéologique. Dans sa carrière, Claude Duchet a peu publié, et comme Bello, il est plus prompt à lancer des propositions qu'à résoudre les problèmes qu'il soulève. Dans cette carrière, il va néanmoins rencontrer un bon nombre d'interlocuteurs qui tentent aussi, chacun à sa manière, de proposer une sociocritique moderne. Parmi ceux-ci, il est particulièrement proche de trois Québécois, André Bello, Michel Van Scandel et Gilles Marcotte, eux-mêmes en réseau avec un chercheur belge, Jacques Dubois. Ces quatre chercheurs sont à peu près du même âge et ils partagent le questionnement qui anime Duchet. Van Scandel et Dubois ont en commun d'avoir redécouvert la sociologie littéraire à travers la rhétorique qu'ils pratiquaient l'un et l'autre. Dubois était membre du groupe MU, Van Scandel est surtout poéticien. Or, la rhétorique désigne un ensemble de règles et de figures fréquemment organisées en codes. On pense aux institutions, notamment à celle de Quintilien, l'institution oratoire, qui définit le code, les modèles et qui les pose comme un programme d'études. La rhétorique n'est jamais en soi une pure construction textuelle, elle est toujours une tentative de réinscrire le social dans un texte à travers la construction de figures communes, mais aussi quant à les rhétoriques du discours à travers ses objectifs de persuasion et de bienséance. Pour leur part, Bello et Marcotte ont en commun de s'être d'emblée posé la question de la relation entre la littérature québécoise et la littérature française et d'avoir observé sur le terrain la fonction normative qu'exerce la littérature française et le rôle de modèle qu'elle joue tant dans l'enseignement de la littérature que dans les lectures libres des écrivains. J'ignore les modalités précises de leur rencontre, mais il y a certainement influence réciproque, ou plutôt confluence. Dubois avait déjà publié en 1973 un article intitulé « Code, texte et métatexte ». Il est bien possible qu'il soit celui qui ait suggéré à Bello l'usage de cette notion particulière, donc la notion de code. De même, il développe de manière cohérente la notion d'institution, notion hybride, empruntée tant à la rhétorique depuis Quintilien qu'à la sociologie depuis Durkheim, et dont Van Scandel va formaliser l'usage dans une pratique qu'il voulait lui aussi plutôt socio-sémiotique que proprement sociologique. Et c'est en conjuguant ces deux notions, la notion de code et celle d'institution, revue à la lumière des travaux de Bakhtin entre 1978 et 1984, que Bello développe la notion de conflit des codes, d'abord à propos de la relation entre la culture populaire et la culture sérieuse, puis à propos de l'étrange relation entre les médias de masse et l'institution littéraire, et qu'il entreprend ensuite l'étude de la figure de l'écrivain dans le roman québécois, travail qui fut sa thèse de doctorat, avant de nous proposer la notion un peu plus terminée, un peu plus concise, de conflit des codes. Dans son approche, le texte est un lieu de transaction entre le code et le discours, entre la règle et l'écriture, entre le déjà dit et le non dit, ou dans les termes socio-sémiotiques, entre le texte et le hors-texte. C'est que, comme le constate Bello, il est vain d'articuler un texte à un hors-texte social qui ne soit pas déjà lui-même du langage. Dès lors, nous ne sommes plus dans une stricte logique qui vise à repérer dans le texte une réalité sociale donnée, mais dans une logique où cette réalité se présenterait déjà sous une forme discursive. Dans la proposition de Bello, il n'y a pas d'un côté la sociocritique et de l'autre la sociologie littéraire. Les deux sont indissociables. D'une part, parce qu'il n'existe pas de conflit ou de lutte qui ne soit pas déjà énoncé et mis en discours, et en cela, Bello rejoint Van Scandel. D'autre part, parce que le discours ment, néglige, omet, interprète. Aussi, analysant les codes en conflit, parlerons-nous toujours de forme discursive. Par ailleurs, si les codes sont à conflit, ils ne peuvent l'être que dans le texte même, et celui-ci en devient la résolution provisoire.
Bello emprunte là la thèse fondamentale de Bakhtin, car c'est dans l'écriture même et non ailleurs que se gère la relation de l'individu à la loi, à l'institution avec un grand I. Il faut garder en mémoire le problème initial de la sociocritique tel que l'avait énoncé Claude Duchet, mais aussi tel que l'ont rencontré Dubois et Bello. Il s'agissait pour eux tous de construire une pratique critique qui tienne compte des avancées de la politique structuraliste, tout en renouant avec des préoccupations éthiques, voire avec des préoccupations politiques plus anciennes. Ils avaient été précédés donc sur ce terrain par Mikhaïl Bakhtin, qui dès les années 1930 cherchait à en finir avec la rupture entre un formalisme abstrait et un idéologisme qui ne l'est pas moins, tous deux voués à l'étude de l'art littéraire. C'était une citation de Bakhtin. Ces travaux de Bakhtin ont été connus en France à partir des années 1970, peut-être un peu avant, mais pas beaucoup. Dans Esthétique et théorie du roman, Bakhtin repense la poétique en remettant en question la définition de son objet, l'œuvre artistique, qui devient un objet esthétique. Il s'agit pour lui de rompre avec une approche pseudo-scientifique qui réduira l'objet esthétique à son matériau de manière à se rappeler des disciplines plus empiriques, à se rapprocher des disciplines plus empiriques et plus positivistes. Or, écrit Bakhtin, et là est l'argument de départ, les artistes affirment que leur œuvre est valable, qu'elle est orientée vers le monde, vers la réalité, qu'elle concerne les hommes, les rapports sociaux, les valeurs esthétiques religieuses ou autres. Contre les formalistes, il affirme que la vie ne se trouve pas seulement hors de l'art, mais en lui, à l'intérieur, dans toute la plénitude de son poids axiologique, social, politique, théorique ou autre. Dans l'œuvre d'art, cette réalité est soumise à une nouvelle unité, elle est réorganisée différemment. De son point de vue, le contenu représente un élément constitutif indispensable de l'œuvre d'art ou de l'objet esthétique, un élément corrélatif à la forme d'accord, mais un élément sans lequel l'œuvre d'art n'a aucun sens. De cette proposition, il résulte que le contenu n'est pas seulement dans le référent apparent, mais que la forme elle-même devient un élément du contenu dans la mesure où c'est l'affrontement, le conflit entre la forme et le contenu qui produit un sens, une signification, laquelle ne peut être saisie hors de cette dialectique. Pour Bakhtin, il est donc indispensable de saisir l'objet esthétique dans sa totalité, et cela signifie que, sans sortir, je le cite, sans sortir des limites de l'œuvre, l'analyse doit comprendre le contenu comme étant celui précisément de la forme artistique donnée, et cette forme comme celle du contenu donné. Ainsi, pour l'écrivain en particulier, et à cause de son matériau, le langage, préexiste d'une part la réalité cognitive et esthétique et la réalité cognitive et éthique de la connaissance et de l'acte qu'il doit transformer en œuvre d'art, mais d'autre part préexiste aussi la littérature. L'écrivain est alors contraint de lutter avec, pour ou contre les anciennes formes littéraires, de s'en servir, de les combiner, d'avoir raison de leur résistance ou de trouver en elles un soutien. Mais au fond de ce mouvement, de ce conflit à l'intérieur d'un contexte purement littéraire, a lieu une lutte plus importante avec la réalité de la connaissance et de l'acte. Je cite encore Bakhtin, « Tout artiste dans son œuvre, si elle est signifiante et sérieuse, apparaît comme le premier artiste. Il doit spontanément occuper une position esthétique par rapport à la réalité non esthétique de la connaissance et de l'acte, ne serait-ce que dans les limites de son expérience personnelle, éthique et biographique. » Autrement dit, l'œuvre littéraire ne peut pas être comprise à partir des seules lois de la littérature, mais il est indispensable de tenir compte de la place qu'elle occupe dans ce que Bakhtin appelle une série sémantique. C'est là précisément qu'à l'origine du séminaire, nous avons saisi la question des codes, tels qu'ils ont été définis par la rhétorique du discours, mais aussi par la réalité cognitive et active qui est hors de l'œuvre, et tels qu'ils ont été esthétisés comme des discours préexistants, puis réintégrés dans des œuvres d'art dont ils sont en quelque sorte des moteurs. Ce faisant, il s'agissait aussi de saisir la place qu'occupe l'œuvre étudiée dans la série sémantique qu'est la littérature, et ultimement de mettre à l'épreuve le travail et la posture de l'auteur-créateur. Nous avons donc retenu au départ ces idées fondatrices de Bakhtin, reformulées par Bello. J'en donne 3. 1. Le matériau de l'écrivain est le langage, mais un langage distinct de celui des linguistes. Le matériau de l'écrivain est le langage de la société qui lui parvient sous la forme du discours social dans une forme déjà codée. 2. En ce sens, le code est ce qui, dans un message ou un texte, se signale comme opérant des choix, comme imposant des contraintes. On parlera alors de code littéraire, code rhétorique, code poétique, code narratif, mais aussi code linguistique, code social, code idéologique, code culturel. On trouve toutes les expressions chez Bello. Le code est déjà là, comme l'est un programme informatique. Le discours lui-même, le texte sont des réalisations ou, en langage informatique, des parcours. De sorte que l'écrivain transporte, transpose et transforme dans l'espace de sa propre écriture des éléments déjà codés.
3. L'institution agit comme un relais, comme une médiation obligée. Elle préside au choix même des codes, ou mieux encore, elle agit comme le code des codes. Elle compose l'habitus, ce qui est déjà connu et su, qui est lui-même alimenté par le discours du public et de la critique, qui est évaluation. De là l'intérêt que l'on porte aussi au dehors, en particulier à l'école et à la réception critique. Le séminaire sur le conflit des codes reposait ainsi sur une méthodologie de l'analyse du texte littéraire. Dans ce cadre, nous avons procédé à une série d'études de cas mettant l'accent sur l'une ou l'autre des notions particulières qui dessinent les traces que laisse le conflit des codes dans un texte donné. Nous n'avons pas restreint le corpus à la littérature québécoise, ce qu'avait déjà fait Anthony Purdy dans son ouvrage A Certain Difficulty of Being, mais au contraire, pour mesurer la valeur heuristique du concept, nous l'avons ouvert très largement à n'importe quoi. Le séminaire a été donné 4 ou 5 fois, je ne me souviens plus, sur une période d'une quinzaine ou une vingtaine d'années, donc regroupait à peu près au total 80 étudiants. Alors, les divers cas, les diverses notions particulières ou les divers regroupements de notions particulières que nous avons mis à l'épreuve dans le cadre du séminaire sont les suivantes. D'abord, la représentation de la littérature. André Bello proposait d'analyser le statut textuel des références littéraires et culturelles, c'est-à-dire, par exemple, dans un roman, un ou des auteurs sont nommés, des livres sont lus par des personnages, des passages sont cités. Il ne s'agit pas seulement pour lui de relever les éléments des passages, mais bien de voir comment la fiction se construit sur des systèmes qui opposent ces références et étudier la manière dont la narration structure ces références en système d'opposition, de voir comment elle opère ses choix et tire ses conclusions. Parmi les figures les plus représentatives, nous avons retenu la figure de l'écrivain, forcément, à partir de Bello, on retenait la figure de l'écrivain, et ses configurations variables qui peuvent faire intervenir le professeur, l'étudiant, le journaliste, l'acteur, l'institutrice ou la secrétaire, j'ai toujours le gars de bois, mémoire pour la secrétaire. La figure de l'écrit, le livre, le journal, la lettre, le mémo, la bibliothèque imaginaire. Nos études de cas ont dû s'étendre aux besoins à la figure de l'artiste, le musicien, chanteur, chercheur scientifique, de même qu'à certaines figures de l'oralité, conteur, magicien, grand prêtre, chaman. Et il nous a également fallu envisager la figuration à la longue, la figuration des éléments du champ artistique et de la télévision ou des médias dans leur ensemble. Deuxième série que j'appelle les stratégies rhétoriques, mot qu'il faut entendre au sens que lui a conféré Roland Barthes et qui désignait par là les écritures comme des faisceaux de stress stylistique, citation de Roland Barthes, organisés comme un régime cohérent. J'ai donc divisé l'ensemble des procédés envisagés en 2 grandes catégories, les stratégies strictement narratives, celles qui opèrent la construction de la fiction, et les stratégies discursives, celles qui créent une relation particulière entre l'énoncé et l'énonciation. Ces stratégies sont à considérer dans le sens large, désignant un ensemble de procédés d'écriture qui sont réunis par un trait commun, c'est-à-dire que l'énoncé y est double. Une chose est dite tout en laissant entendre son contraire, ou du moins une évaluation, un jugement, une autre option. L'énoncé traduit 2 voix, 2 langages, 2 discours simultanément. Ont été en particulier réutilisées ici les notions d'alternaré, de plurilinguisme, la carnavalisation forcément est une forme de plurilinguisme, la mise en abîme, l'intertextualité, le recyclage, qui sont toutes des manières de convoquer d'autres langages et d'autres discours, voire d'autres textes, pour modifier le sens apparent d'un texte porteur. 3. Le champ du genre littéraire. La notion de genre est essentielle ici en tant que catégorie poétique. Jacques Dubois faisait du genre le code premier du système de règles et comme la représentation la plus nette du régime institutionnel en ce qu'il regroupe des pratiques d'écriture sous des traits communs. Le genre est le premier instrument de classement, aussi le premier instrument de transmission de l'héritage littéraire. Dubois lui-même, au début de sa réflexion sur l'institution, avait tenté de remplacer la notion de genre littéraire par celle de classe de texte, pour disposer de la charge historique du terme, mais il est finalement revenu à la notion de genre qu'il a étendue aux pratiques non canoniques. D'autres formes de stratification sont possibles, et à une époque donnée, les générations, les classes sociales, les sexes peuvent posséder un langage qui leur est propre. La génération du « tu sais veut dire » n'est pas la même que celle du « c'est pas cool » ni celle du « c'est pas rap ». Et j'aurais pu dire du « t'es pas yo ». Je me suis autorisée d'une proposition de Jacques Derrida également, donc sur la loi du genre, pour intégrer la notion de genre sexué, en ce qu'elle engendre une perturbation essentielle dans l'ordre du discours. En termes méthodologiques, ont été particulièrement utiles les 2 notions développées par Bakhtin, celle de langage stylisé et celle de genre intercalaire. 4e et dernier élément, les transferts linguistiques. Forcément, dans les études portant sur la littérature québécoise, nous avons pris l'habitude d'envisager la question linguistique comme un rapport entre une pratique, ici maintenant, et une norme, ailleurs autrefois. La question de la langue est cependant beaucoup plus importante, elle doit être étendue.
À propos de Rabelais, Bakhtin déjà soulevait le problème du plurilinguisme médiéval par lequel passèrent tous les peuples d'Europe, lequel débouchait sur la vigoureuse interaction des langages à l'époque de la Renaissance dans le processus de la relève de la langue idéologique. René Balibar avait redéfini cette notion comme le colinguisme, comme la coexistence de plusieurs langues qui dérivent du latin en creusant des distances à mesure que s'instaurent les pratiques locales. À ces deux notions centrales, nous avons ajouté les problèmes plus spécifiques de la traduction, où un code est transféré dans un autre, le français fictif, où se construisent des langues imaginaires, l'hétéroglossie, où se rencontrent les langues étrangères, mais aussi l'écriture et l'usage qu'elle fait de la tradition orale, et enfin, la stratification sociale des langues, à laquelle appartiennent aussi bien le joual que le cockney ou l'argot. Dans tous ces cas, il s'agissait d'identifier la conscience culturelle et linguistique qui se manifeste dans le texte littéraire. Les analyses que nous avons réalisées à partir de ces notions ont servi de point de départ donc à une réflexion plus large concernant le travail créatif, c'est-à-dire la manière dont les écrivains eux-mêmes réfèrent constamment à la littérature déjà là, ne serait-ce que pour en disposer. La mise en commun des analyses nous aura donc permis, d'une part, de caractériser les conflits de code et leur mode de résolution. L'ambivalence ici est au cœur du conflit des codes et se manifeste par la transgression, qui est le rejet, la perversion, l'apparence d'obéissance, la soumission, l'obéissance passive ou l'intériorisation, l'obéissance active. Deux, d'historiciser les types de conflits de code, domine successivement la dialectique entre l'imitation et l'imagination chez les classiques, l'innovation comme règle rhétorique dans la modernité, le recyclage comme règle rhétorique dans la postmodernité. De saisir les enjeux culturels particuliers à certains de ces conflits, ainsi les littératures postcoloniales, parmi lesquelles je compte la québécoise, retravaillent le corpus canonique à leur manière, à la fois pour marquer leur appartenance linguistique et pour s'en distancier. À l'inverse, les littératures centrales, la française par exemple, sont elles-mêmes retravaillées par des influences diverses. Et enfin, quatrième point, de comprendre la nature du canon littéraire, mais du point de vue de l'écrivain. En effet, à travers ces conflits de code apparaît un corpus de références très restreint, repris d'une œuvre à l'autre, constamment réactivé par l'écriture. Il s'agit des plus grands classiques de la littérature occidentale, peut-être les seuls à véritablement mériter l'adjectif, car ce sont les écrivains eux-mêmes qui ont procédé à leur canonisation. Quand on a passé à travers Shakespeare, Molière et Robinson Crusoe, c'est à peu près tout. En tant que problématique d'ensemble, je vous jure, en tant que problématique d'ensemble, le conflit des codes renvoie donc aux conditions mêmes de la création esthétique. L'écrivain a à sa disposition un réservoir de paroles déjà énoncées, de modèles déjà formés, qui agissent comme autant de possibles à actualiser dans une œuvre singulière. Il arrive que ce réservoir, ce répertoire de possibles ne parvienne pas à exprimer une nouvelle sensibilité, soit parce que celle-ci est contemporaine, soit parce que celle-ci est ailleurs. Le conflit des codes tient à cette rupture, dire quelque chose de neuf avec des codes déjà accomplis. Alors, l'idée même de conflit est ainsi à la source de la démarche de l'artiste, car le conflit est toujours premier. Les paramètres d'analyse que nous avons abordés dans le séminaire sont tous des modes de résolution du conflit, car le conflit ne nous parvient que résolu ou à peu près. L'analyse doit nous permettre de remonter jusqu'à sa source, de remonter au conflit originel pour mieux comprendre ce qui opère dans l'écriture. Alors, je terminerai en signalant deux cas limites des modalités que Bello n'avait pas envisagées, à commencer par le cas de l'écrit qui innove peu quand il se contraint à l'imitation ou à la répétition. Il y a quand même des mauvaises œuvres. En ce sens, on pourrait imaginer la possibilité qu'un écrit ne présente pas de conflit de code. Et je ne crois pas pour ma part qu'un tel écrit trouverait à être publié ou diffusé. En tout cas, dans toutes ces années de séminaire, on n'en a pas trouvé. Quand l'imitation est trop forte, l'écriture n'est que répétition et n'atteint pas le stade de création. En revanche, on peut imaginer des écrits qui présentent un faible conflit de code. Toute littérature est aussi fondée sur un corpus d'œuvres mineures qui reproduisent le conflit et sa résolution sur un mode déjà exploré ailleurs ou autrefois, ou qui ne parviennent pas à se réaliser entièrement et qui présentent alors des défauts de composition. Il faut en outre imaginer que certaines œuvres présentent un conflit non résolu et qui n'est dès lors que posé. Et je distinguerai ici deux cas de figure. Le premier cas de figure est celui où le conflit est si important que sa résolution devient un problème de culture qui déborde le cas d'une œuvre singulière. C'était ce que suggérait André Bello à propos de la littérature québécoise du 19e siècle. Et je crois qu'il a raison, et je pense en particulier au roman de Chauveau, Charles Guérin, où la parole du locuteur finit par retourner à la parole autoritaire après avoir expérimenté diverses hypothèses.
On parlera alors d'un texte qui a peut-être convoqué le conflit des codes, mais pour arriver à un cul-de-sac. Un deuxième cas de figure, me semble-t-il, est le cas du roman dit postmoderne, je ne définirai pas le terme, qui présente un cas de refus de résolution du conflit des codes. Selon nos résultats, le roman postmoderne irait jusqu'à dissoudre même l'idée de conflit des codes, dans la mesure où un conflit est déjà un logos et dans la mesure où toute tentative de résolution ne saura aboutir qu'à la création d'une nouvelle instance autoritaire, unifiée et légitime. On paierait là une justification des possibles plutôt que leur mise en relation dialectique, ce qu'est aussi le conflit. Les paramètres que nous avons abordés ne sont que des instruments qui permettent de repérer dans l'écriture même les lieux où le conflit s'exprime le plus nettement et de définir des enjeux propres à certaines époques et à certains lieux. En aucune manière, ce paramètre ne sont un conflit lui-même, ni l'interprétation qu'on peut en faire, laquelle doit toujours resituer les enjeux dans leur contexte propre. De même, il ne représente pas une liste exhaustive. Je les ai regroupés ici d'une manière qui paraîtrait sans doute arbitraire à plusieurs, mais j'ai déjà d'abord cherché à mesurer la valeur heuristique de la notion de conflit des codes et parler de mieux saisir les enjeux de l'écriture. Et à vrai dire, j'ai été bien servi. Merci.